Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Bastonnade, sévices corporels, brutalité physique, des mots pour qualifier des atrocités dont sont victimes certaines femmes dans leur foyer, des violences qui se passent sous les toits et parfois au vu et au su du public, des victimes envahies par la peur de perdre donc leur homme restent muettes sur ce plan-là. En tout cas, les psychologues sont également envahis par certains cas. Et voyez-vous, la justice peut-elle protéger cette catégorie de personnes? Autant de questions que l'on se pose dans le cadre de cette émission Regard social, qui ouvre donc une fenêtre pour parler des violences conjugales, beaucoup plus concernant les femmes ce soir. Nos invités de haut vol, donc qui seront sur ce plateau en deuxième partie, tenteront d'apporter des propositions de solutions à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Sur ce plateau, avec nous, des témoignages pathétiques, des témoignages que je vous invite à suivre également, des témoignages qui vont vous arracher sans doute quelques larmes ou vont vous faire couler des larmes, j'allais dire. Et donc, avec nous, Pierre, Rose, Eva. Péwi. Péwi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Vous êtes âgé de 31 ans et mère de 3 enfants, 6 ans, 4 ans et 2 ans. Oui, monsieur. Alors, vous venez d'être jeté à la porte, on va le dire, par l'homme avec qui vous avez passé 11 ans de vie commune, pour des raisons que vous allez nous donner. Et aujourd'hui, vous êtes loin de vos enfants, vous n'avez plus le droit de les voir. C'est ce qui a été dit par le géniteur de ces enfants. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait l'habitude de me bastonner. Et c'est vrai que je cachais dès le début et je me disais qu'avec le temps, ça devait changer. Et cette fois-ci, il allait plus loin en me présentant une femme qui, soi-disant, il appelait cette femme ma belle-sœur, sa sœur en fait, à la maison et je l'entretenais, je la gardais, sans savoir que c'était sa vraie femme qui allait finalement me remplacer. Ça, avec le temps, j'ai essayé de filer les informations et du jour au lendemain, il changeait. Chaque fois qu'il prenait son salaire, il déménageait, il revenait et il ne me permettait même pas de savoir où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait de son salaire, ainsi de suite. Et je crois que c'était le 27 mai, je me souviens bien, le 27 mai, où il m'a bastonné et j'ai essayé de m'échapper. En fait, je suis sortie de la maison, j'ai réussi à fuir, où il m'a rattrapé au sommet d'une colline. Il a fini de me bastonner. Avec la peur, peut-être que j'étais morte. Il m'a balancé au fond de la colline. Et j'ai roulé jusqu'au fond de la colline et les premiers passants m'ont amené à l'hôpital. Oui. Ce n'était pas la première fois, ce n'était non plus la dernière fois. Non, monsieur. C'est cette fois, ce que je vous dis, c'est cette dernière fois. La première fois, je pense que j'étais à terme de 8 mois et demi. Il m'a battu aussi bien. Avec l'aide de ses collègues, il m'a enfermé en cellule. Après quelques jours, quand je suis sortie, j'ai accouché ma première fille. Ça, aucun membre de ma famille n'était au courant. Et on a continué ainsi de suite. Il a promis qu'il allait changer. Juste pour le fait qu'il m'a vu saluer un ancien collègue avec qui je travaillais aux brasseries de Garoua. Alors, je voudrais rappeler ici que ou le père de vos enfants, avec qui vous avez passé 11 ans sous le même toit, est un homme en tenue. Oui, monsieur. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, monsieur. Et puisque nous l'avons appelé, en tout cas en vain, il n'a pas daigné décrocher son téléphone pour nous dire également ce qu'il pense de cette histoire. Mais seulement avec vous, nous voulons davantage comprendre les atrocités que vous avez subies, parlant notamment de cette violence, avec également, on vous a vu sur des photos le visage pratiquement déformé. Vous nous parlez un peu de quelques étapes quand même. Oui, la première étape, c'est celle de Garoua que je venais de... La deuxième, là on était déjà, je crois, à Menganga, où il m'a aussi bastonné, juste pour le fait que je suis allée au marché sans demander son avis. Il m'a aussi sérieusement battu, ça toujours enceinte. Toujours enceinte avec le deuxième garçon.
Et là où ça s'est empiré, c'est à Konsamba, où il passait des nuits, je vais dire, il pouvait passer une semaine dehors. Et quand il revient, tu n'as pas le droit de savoir où est-ce qu'il était. Et ce qui fait que quand j'insistais à connaître peut-être où est-ce qu'il a passé ses jours, ça finissait toujours mal. Mais vous êtes quand même vous aviez quand même eu 3 enfants avec lui. Comment ça se passait alors, s'il n'y avait pas de dialogue entre vous? C'est vrai qu'il n'y avait pas de dialogue, parce qu'avec les conseils que sa famille même me donnait et ma famille, on se disait que, ok, avec un enfant, tout homme peut changer. Tout homme peut changer. Je reconnais que moi, par exemple, je reconnais que j'étais du genre où j'étais trop regardante. Ça veut dire parfois fouiller dans son téléphone et tout ça. C'est qu'il n'aimait pas trop. Moi, je me disais qu'avec le temps, il pouvait changer. Ce qui n'a pas été le cas. Et par moments, il y avait des moments où il me donnait l'impression que ça a changé. Quand ça change, il y a une grossesse. Je ne rejette pas la grossesse. J'accouche. Donc, il changeait d'attitude, de caractère lorsqu'il fallait vous mettre enceinte peut-être? Oui, on peut dire. Parce que je reconnais qu'il y avait des moments où on pouvait faire pratiquement 6 mois. Nous sommes dans la même maison. C'est parfois salut. Ça, c'est un bonsoir en passant. Et tu peux le voir entrer dans la chambre, faire son sac. C'est comme ça le départ. Il ne te dit pas où est-ce qu'il va, tu n'as pas le droit de savoir. C'est un peu comme ça que je vivais. Je n'avais pas le droit au dialogue. Je n'avais pas le droit de savoir comment il passe ses journées et où et avec qui. Ce qui était trop compliqué, trop difficile pour moi. Alors, quelle était votre vie entre les enfants et vous? Il parlait avec les enfants, il ne parlait pas avec vous? Est-ce qu'il y avait quand même le temps de discuter en famille? Pas du tout. Je veux dire, il y a des moments où, je ne sais pas si c'est ses esprits qui revenaient. Il y avait quand même des moments où il pouvait voir que mais il est gendarme. Et puis, ses enfants se baladent là, sans babouche. Il y avait des moments où il pouvait dire, tiens, va, achète peut-être des chaussures pour les enfants. J'étais lésée au point où c'est ma soeur qui, étant à Yaoundé, m'expédiait les vêtements, étant chez lui. Parfois, c'est elle qui faisait la plupart de tous mes layettes d'ailleurs, c'est elle qui m'envoyait la layette, étant chez lui. Je me disais toujours, au nom de l'amour, je suis là, ça va aller. Vous êtes allé jusqu'à dire à votre maman que c'était un accident, puisque vous avez également des dents arrachées dans votre bouche? J'en ai 4 dents qu'il a cassées. 4. Et le pied cassé qui ne tient pas là. Je pense que vous voyez toutes ces cicatrices, il n'en avait pas. Oui. J'ai des parties que je ne peux pas oser montrer ici, mais sinon, j'ai des cicatrices sur tout mon corps. Qu'est-ce qu'il vous reprochait véritablement, en dehors du téléphone, son téléphone qui vous intéressait? Il n'aimait pas, il était du genre où il n'aimait pas que tu sortes, que tu essayes même de dire que tu peux te battre sans lui. Ça veut dire quoi? Si tu dois déposer peut-être une demande pour travailler quelque part, ça jamais. Tu dois être enfermé dedans, pas de sortie, tu ne dois pas te battre et tu ne dois pas chercher à connaître qu'est-ce qu'il fait de son salaire. Parce qu'on avait toujours les aérés, ils ne payaient pas la location. Par moment même la lumière. Il fallait toujours que je sois derrière et c'est ce qu'il n'aimait pas. Une fois qu'il rentre, quand il a fini son salaire, quand tu essayes de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas payé la maison ou bien pourquoi il n'a pas rationné, vous vous dites que je suis chez un homme. Ma soeur rationne depuis très loin pour que je mange avec les enfants. Ça, c'est ce qu'il n'aimait pas. Et cette fois-ci, ça allait plus loin parce que j'ai essayé de, je vais dire, voler dans ma propre maison parce que j'étais endettée partout. Et voici où on en est arrivé, 4 dents perdues, un pied cassé. Mais est-ce que vous vous êtes quand même débrouillé à mener une activité qui pouvait au moins vous permettre de vivre au quotidien avec les enfants? Oui, monsieur. Comme il refusait que je ne dépose les demandes en ville pour le travail et tout ça, j'ai prêté de l'argent. J'ai ouvert une boutique en face de la barrière, ce qui a été finalement liquidé avec tout le contenu par lui-même.
Il savait quand même que ça aidait la famille. Il savait que ça aidait, mais il n'aimait pas. Parce qu'il était le genre qui aimait que tu viennes supplier. S'il te plaît, je veux telle chose. En fait, je veux dire qu'il se prenait pour un dieu. Quand tu supplies, il va te faire le chantage, va attendre. Ah, va attendre. Tu veux te coiffer, pourquoi? Va attendre. On t'a dit que tu n'es pas belle comme ça. Et vous voyez un peu, c'est ce qu'il aimait. Il n'aimait pas que tu te battes, que tu restes là à pleurnicher. Pardon, je veux ceci ou cela. Est-ce que ce que je voudrais comprendre, tout comme les téléspectateurs, vos débuts étaient comment? C'était l'amour ou ça a commencé par la violence? Non, ça n'a pas commencé par la violence jusqu'ici. Au début, quand il n'y avait pas d'enfant, quand il n'y avait pas de grossesse, tout allait bien. Parce que il m'a rencontré hôtesse événementielle aux brasseries. Je vais dire la vérité ici parce que je me dis qu'il m'a vraiment aimé parce que j'avais de l'argent, parce que j'étais bien payée, mieux payée que lui. En ce temps, je crois qu'il touchait 49 ou 60, 49, pas plus de 50 000. Et moi, je touchais, avec mes avantages, 190 000, 200 parfois quand je vais dans l'émission. Ça veut dire quoi? À un moment donné, il ne pouvait plus louer sa chambre. Il a déménagé pour vivre chez moi. Ce qu'il a fait pendant 4 ans et demi. Une fois qu'il a rencontré le chef de ma famille, il a dit, bon, je vais l'épouser et tout ça. Ça m'a donné le courage de porter la grossesse, sans dot, sans rien. Oui, voilà là où tout bascule. C'est la seule personne de votre famille que votre homme a rencontré jusqu'ici? Et ça, il l'a rencontré par coïncidence parce qu'il était en mission à Garoua. Ce n'est pas qu'il s'est déplacé pour aller rencontrer ma famille, non. C'est le chef de la famille qui s'est déplacé. Il était en mission à Garoua. Il a juste profité de le voir en l'air comme ça. Alors vous avez passé tout ce temps chez lui, sous le même toit, sans qu'il n'ait rencontré votre maman, ni votre père, ou encore moins quelqu'un d'autre? Jamais. Il ne connaît même pas le chemin qui mène chez moi. Il vous disait quoi? Une fois, quand on va quitter le Nord, quand on serait proche de nos familles, ça serait plus facile. Et tu vois, ici au Nord, il n'y a pas trop d'entrées. Et justement, on l'a renvoyé à Konsamba, là où il y a eu des entrées et tout a changé. Alors, vous m'aviez également dit que vos 3 enfants n'ont pas d'acte de naissance. Aucun de ces enfants n'est reconnu, aucun. Pourquoi? Parce qu'il me disait, puisque j'ai accouché tous les 3 enfants étant au Nord, il me disait toujours non, je ne veux pas qu'on fasse les actes ici parce que c'est trop loin. Tu vois, c'est mieux quand on va m'affecter au sud. Et jusqu'ici, il n'a jamais fait les actes aux enfants. Les enfants fréquentent, je ne sais pas comment ils feront pour fréquenter. Alors pourquoi vous prenez le courage aujourd'hui de venir raconter tout ça? Je prends le courage de venir raconter tout ça parce que tous ces 3 enfants, je suis privée de les voir après toute ma souffrance. Pendant que je suis allée me soigner, comme vous voyez, je suis revenue, j'ai trouvé la maison où je vivais avec lui, à Konsamba, à louer, dans lequel il a tout ramassé. Il a ramassé tout ce que j'avais. Il a liquidé la boutique. Il m'a envoyé la photo d'une femme qui mérite garder ses enfants. Et c'est celle-là qu'il aime. Et de temps en temps, elle enregistre la voix de mes enfants, histoire de me faire battre encore le cœur. Elle me fait écouter la voix de mes enfants, des SMS et tout ça. Et je vous rappelle qu'elle appelle avec son téléphone, nuit et jour. Parfois, elle appelle, nous sommes en boîte. On dit comment tu as fané. Hein, tu ne peux pas mourir, qu'est-ce que tu attends pour mourir et tout ça. Je suis là parce que je vais retrouver mes enfants. Le dernier, je viens de le sévrer. La première, elle a 6 ans. Le deuxième, il a 4 ans. Et le dernier que je viens de sévrer, il m'a dit que je n'allais plus jamais les voir. Je suis là parce que je vais retrouver mes enfants. Je ne sais pas comment ils sont traités là-bas. Vous l'aimez toujours?
Non. D'accord. Vous n'êtes pas seule sur ce plateau. C'est vrai qu'il y a également une autre femme, victime aussi d'une sorte de violence conjugale parce qu'elle a été abandonnée par son mari depuis le mois de mai dernier. Et cela fait plusieurs semaines aujourd'hui qu'elle vit à la Belle Étoile. Elle marche sans direction fixe. Elle est avec nous sur ce plateau. Asmaou Aminatou, bonsoir. Merci, bonsoir. Oui, vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'il faut qu'on vous entende. Vous êtes enceinte de 7 mois. Oui. Où est votre mari? Ça va. Racontez-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais avec lui à la maison comme ça. Il travaille au ministère des Travaux publics. Il travaille là-bas. Comme le 10 mai, comme ça, il m'a rien dit qu'il va voyager. Le matin, comme ça, il est venu. Il est sorti, il est en train de sortir, mais il ne sait même pas qu'il est en train de voyager. Il m'a appelé seulement dans le téléphone qu'il est en train de voyager. Il a ramassé tous ses habits, tout. Il n'y a rien à la maison sur moi. Moi, il reste seulement comme ça, donc il ne connaît pas là où il veut partir. Il reste avec son grand frère. Je suis avec son grand frère comme ça. Jusqu'à il est parti, on m'a dit que son grand frère m'a dit qu'il va venir après la fête de 20 mai, qu'il va rentrer. Je suis restée jusqu'à supporter, je l'appelle que tu vas venir quand il me dit que non. Voilà, il est en train de travailler. J'appelle, je ne comprends pas. Jusqu'à il souffre même à manger, même je n'arrive même pas à trouver. Il souffre seulement comme ça. Après, il me suis levée et parti chez ma tante. Je suis partie faire 2 mois. Il a dit qu'il va venir me chercher. Jusqu'à maintenant, il ne vient même pas. Mais ma tante a dit que non, moi, il ne peut pas supporter. Il y a trop la charge. Tu avais l'enfant en main. Jusqu'à maintenant, il n'est pas venu te chercher comment. Voilà. Moi, je suis là seulement. Même aller à l'hôpital, même il n'y a pas. Je suis là. Il y a notre soeur qu'on a même village. Elle m'a dit que viens, on part comme tu es en train de souffrir. Ici à Yaoundé, viens, on part à Douala. Et mon mari, on part. S'il accepte, tu pars rester avec moi. Et elle dit que, ok, on parle. On est parti avec elle. On est arrivé à l'alliance. Elle est venue, son mari est venu me voir là-bas. Il a dit que non, il ne peut même pas supporter. Voilà, ça c'est la charge. Il m'a abandonné là-bas. À l'alliance là-bas. Vous l'appelez de temps en temps? J'appelle, il ne décroche pas. Il ne décroche pas le téléphone. Et vous avez commencé, vous portez une grossesse. C'est lui l'auteur de la grossesse? Oui. Vous êtes déjà allé à l'hôpital pour des visites? Oui. Vous êtes à 7 mois de grossesse. Et comment vous savez que ça fait 7 mois? Je compte le monde. Vous comptez? Et vous dormez où depuis que vous êtes à Douala? Je dors en route ici. En route? Oui, ici là, en route là. Dans une maison ou en plein air? Non, là où les gens sont là, en route là. Avec votre enfant? Oui. Et dans cet état? L'enfant dort déjà, il ne peut pas coucher. L'enfant ne cherche pas son père. Elle ne demande pas papa. Elle demande, elle ne va pas. Et vous lui dites quoi? Que papa est où? Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous êtes venu à Regard Social. Pourquoi? C'est la possibilité de rentrer au village. Tenez. Suivez l'âme avec. Vous plairez votre mari ou vous plairez parce que vous n'avez pas de moyens pour rentrer au village? Vous plairez pourquoi?
Pour moi, pour rentrer au village. Pour rentrer, je souffre trop en route. Parlez à haute voix un peu, on ne vous entend pas bien. Je veux rentrer au village, je souffre trop. Vous n'avez pas de membres de la famille ici, Oui. à Yaoundé? Non, pas. C'est où le village? Guidjiba. Guidjiba. Oui. C'est dans le nord. Dans le nord. D'accord, vous allez regarder la caméra là, le monsieur là. Vous dites ce que vous avez comme message à passer aux gens de votre village. Vous parlez en patois, c'est ça? Allez-y alors. Dites où vous êtes et ce que vous voulez. Qu'on vienne vous chercher ou qu'on trouve des moyens pour vous ramener au village. Et vous vous adressez même à votre mari aussi. Sûrement qui vous suit. Mi bilu kari bana ban ma via mi mara haji tere mota mi bilu kari be usani babi ban mi tere mi lu kari mi yara bana mi udda barnale. Vous avez dit quoi? Je On vous entend pas. On n'entend pas. Vous parlez un peu fort. je souffre trop. On venu me abandonner. Je suis là. Je suis à Douala, on m'a abandonné. Depuis, je n'arrive même pas à manger. Même à manger, je ne mange pas. Les gens qui me donnent même à manger, même en route. Il faut qu'on m'envoie l'argent de transport et rentre chez eux. C'est donc le cas de Asoumarou Aminatou, qui est donc avec nous sur ce plateau. Elle est enceinte de 7 mois. Elle n'est pas encore allée rencontrer des médecins pour des visites prénatales. L'auteur de la grossesse, qui est son homme, a disparu, fondu dans la nature, lui promettant de revenir. Il n'est jamais revenu jusqu'ici. Elle a voyagé, elle s'est retrouvée à Douala. Difficile pour elle de pouvoir vivre au quotidien. Elle traîne avec elle un enfant de 2 ans qui dort en ce moment, voyez-vous. Elle a besoin d'aide. Elle souhaite retourner au village. Guidjiba, c'est le nom du village. C'est dans la région du Nord. Pour ceux qui vont la reconnaître, vont certainement se manifester. Avec nous également, sur ce plateau, Rose. Oui, monsieur. Oui, vous êtes toujours en train de chercher à rencontrer vos enfants. Mais il vous est interdit de les voir. Oui, ça, il m'a dit que si j'essaye d'insister en venant même dans son lieu de travail, il va me refroidir. Il sait comment il pourra me refroidir dans tous les cas. Il m'a dit que je ne les reverrai plus jamais. J'ai quelques messages là, je ne sais pas. Il m'a envoyé. Il m'a dit qu'il regrette de faire ma rencontre. Seulement merci pour les enfants que je lui ai donnés. Que ces enfants sont bien gardés. Ils sont aux petits soins. Ils ont une nouvelle mère désormais. Que je me cherche. Quand vous regardez ces images, vos photos, des moments tristes, vous vous dites quoi? Les hommes sont méchants? Ou alors c'est simplement votre homme qui est méchant? Je pense que c'est lui qui est méchant. Parce que je ne crois pas que ce que je vis, c'est ce que toutes les femmes vivent. Est-ce que c'est de cette façon? Même s'il y a eu quoi, ce n'est pas de cette façon. Ça, c'est au fond de la colline, ce que vous voyez là. Supposons qu'il n'y avait pas de voisins ou bien il n'y avait personne. Avec tout ce que j'ai saigné, je vous rappelle que jusqu'ici, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Il n'a jamais payé 5 francs pour tout ça. Je crois qu'on en est avec les dépenses que les gens ils m'ont aidé avec. Je crois que je suis à 400 000 et je ne me porte pas bien. Je ne me porte pas bien jusqu'ici. Je pense que ce qu'il allait bien faire, c'était de me finir une fois. Oui. Parce que jusqu'ici, parfois, je me demande bien si c'est moi. Et depuis que vous êtes loin de vos enfants, ça fait environ 4 mois aujourd'hui, 5 mois oui, presque. 5, oui, monsieur. Vous vivez comment? Difficile à croire. D'église réveillée en église réveillée. Je ne sais pas, parfois là où le sommeil me trouve,
constamment dans les camps militaires avec l'espoir de revoir les enfants ou bien de le voir et qu'ils me disent quelque chose au moins. Parce que vous allez voir dans les messages que j'ai envoyés ces derniers temps, si je lui ai dit de se placer seulement en bordure de route et que je les vois même à distance, même s'il ne me permet plus de les toucher. Il m'a dit d'aller au diable. Oui. C'est trop difficile. Toujours dans votre récit, en tout cas lorsqu'on vous a rencontré, puisqu'on vous a suivi dans vos difficultés, vous m'aviez dit que vous étiez enceinte, vous avez passé quelques jours en cellule, et lorsque vous êtes sorti 3 jours plus tard, vous avez accouché. Oui, monsieur. Ma première fille. Racontez-nous un peu, c'était pourquoi? Ce jour, il m'avait dit qu'il était en mission pour 2 jours. Et en partant, il m'a laissé, je crois, 300 francs. Vous dites bien 300 francs, c'est ça. Je peux jurer, 300. Et ce qui n'était même pas vrai, il n'allait pas en mission. Parce que moi, quand je descendais au bénétariat, c'était pour faire le prêt, pour pouvoir manger une femme qui a terme. Et là, sans savoir qu'il était dans le bar d'à côté, j'ai salué un ancien collègue. Et moi et le collègue au sol. En plein rue, il a tracé comme ça, que celui qui est fort traverse ici, en plein carrefour de Garoua. Il m'a bastonné jusqu'à ce que ce sont les gars de la rue qui sont venus s'accrocher sur lui. Et après quoi, il n'a pas laissé, il m'a suivi jusqu'à l'hôpital, à la maternité. Et comme là-bas, il n'y a pas de sécurité, et il a dit que c'est sa femme. Et puis il m'a tiré sur les cheveux. Il a appelé, et avant de me tirer, il avait déjà appelé ses collègues, que voilà, il a été agressé en plein. Il les a orientés. Ça veut dire que quand ils sont arrivés, même comme ils me connaissaient, ils n'ont pas considéré, ils ne m'ont plus considéré comme sa femme de leur collègue. Celui qui pouvait botter, bottait. Et puis, j'ai des témoins vivants. Ils m'ont porté dans mon état, balancé dans la voiture. Ils sont allés dans une brigade que je ne vais pas trop. Et ils m'ont enfermé là-bas. Il a dit, gars, il a dit à ces gars que gardez-moi l'élément là-bas. Pas dans son unité, ailleurs. On m'a gardé là-bas. Ils ont d'abord versé l'eau. Ils m'ont mis dans la salle là. J'ai saigné et tout ça toute la nuit jusqu'à quand le chef de... Vous étiez enceinte, il faut oui, préciser. à terme, pas enceinte, à terme. C'est quand il vient et demande que l'état des cellules, qu'on dit qu'il y a une femme enceinte qu'on a amenée, qui a agressé un homme en tenue là. C'est lui qui m'a fait sortir, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je suis entrée dans les détails, il m'a libérée à l'instant, il m'a ramenée à l'hôpital. Quelques jours, j'ai accouché ma première fille. Et c'est ces mêmes collègues qui m'ont bastonné, sont venus porter l'enfant et ils donnaient le café à l'enfant. Ces mêmes collègues. Alors, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé quand même de prendre le courage d'aller rencontrer un de ses supérieurs pour poser le problème? Je pense, dans toutes les villes où nous sommes passés, j'ai rencontré ces chefs jusqu'ici. Ils promettaient qu'il allait changer. Et jusqu'à Konsamba où on était, j'ai rencontré ces chefs. Je veux dire, j'allais même aller au-delà. J'ai rencontré les chefs des chefs. Et ce qui n'a pas changé, parce que jusqu'ici, c'est même avec l'aide de ces chefs qu'il a été affecté pour Douala. Parce que dans ce cas, il savait que j'étais morte. Et je pense que c'était la seule solution. Là où vous me voyez dans le coma, là. Parce qu'il a été affecté juste après, la même semaine. Après le dernier cas, où vous me voyez en rouge, là. Oui, là, c'était dans le coma. Il n'était plus. Il vous a abandonné à l'hôpital? Oui, oui, oui. Il est parti. Vous allez voir même la tête. Parce que j'ai roulé jusqu'au fond de la colline. Ça, c'est après 12 jours.
Jusqu'ici, je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je ne pouvais pas manger. Ce n'est que par des injections, des vitamines qu'on me donnait. Je restais constamment comme ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Vous êtes venu à Regard Social? Oui, monsieur. J'ai besoin d'aide. Déjà, pour retrouver mes enfants. Je vous supplie, aidez-moi à les revoir, à les embrasser encore. Il me manque tellement. En longueur de journée, je ne dors pas. La nuit, je ne dors pas. Sous la pluie et le soleil, je suis à leur recherche. Est-ce que vous allez pouvoir les garder? Vous ne travaillez pas, vous n'avez rien à faire. Lui, au moins, il travaille. C'est vrai, monsieur. Jusqu'ici, je suis même dans cette ville. Je me suis rapprochée ici parce que je voulais vraiment les retrouver. Je ne travaille pas, mais je peux travailler. Et je peux même aussi rentrer au village pour recommencer à zéro si je ne trouve pas mieux ici. Je peux rentrer parce que jusqu'ici, même comme il n'est pas à côté de moi, je vis dans la peur. Je vis dans la peur parce que j'ai une amie qui lui a dit est-ce que tu sais au hasard comme ça, est-ce que tu sais que Ose a repris aux brasseries? Il m'a dit le jour que je la vois en tenue, ses jours sont comptés. Donc je ne suis pas en sécurité, même là où je vis, je ne suis pas tranquille. Je vis dans la peur. Il vous peut faire des menaces tous les jours? Des Il menaces, continue de vous menacer malgré tout ce qu'il a fait jusqu'ici? non, les menaces viennent quand j'envoie des messages parce qu'il ne décroche pas les appels. Je crois que j'en ai appelé plus de 400 fois. Il n'a jamais pris, il ne décroche pas. Et les menaces viennent quand j'envoie les messages pour lui dire de me faire écouter au moins la voix des enfants. Ça veut dire que si je reste calme sans chercher les enfants, peut-être c'est ce qu'il veut. Mais moi, mes enfants me manquent parce que moi seule, je sais combien de fois j'ai souffert. Je ne vais pas dire nous avons souffert, j'ai souffert pour avoir ces enfants. Ok. Et s'il venait à vous demander pardon maintenant? Je vais le pardonner. Je vais pardonner. Non, Mais pas pour vous laisser partir, mais vous reprendre. non, je vais pardonner. Mais je ne peux plus faire chemin avec lui. Les menaces de mort, parfois avec le paix à poser sur la table, c'est assez. C'est assez. Ok. J'oublie de vous dire que en février, il m'a menacé en voulant courir, j'ai sauté de l'étage en février. Après quoi, mai, c'était le coma. Vous voyez qu'avec tout ça, c'est trop difficile. Je ne peux plus tenir, c'est trop difficile parce qu'il y a trop de souvenirs. Et puis raconter aux gens que je ne crois plus que la fille, si c'est un être humain, parce que chaque fois, il se tenait, il regardait les tâches et il me revoyait debout. Pour lui, et tout ça, ce n'était pas tranquille. Donc avec cette fille qu'il avait déjà, il fallait m'éteindre à tout prix. Oui, c'est ce que moi je pense. D'accord. Alors, vous êtes sur le plateau Regard Social et vous souhaitez être soutenu, aidé par les âmes de bonne volonté. Vous voulez retrouver vos enfants, seulement vos enfants? Non, monsieur, même si c'est pas seulement mes enfants, un travail, qu'importe le travail. Parce que j'avais une boutique. Jusqu'ici, je suis harcelée par cette sœur du village parce qu'elle m'a prêté 500 000 pour ouvrir la boutique. Et juste, j'ai tourné avec la boutique 3 semaines et je n'ai plus rien sous la main pour recommencer et pour rembourser même cette sœur qui, je pense, est en train de me voir parce que jusqu'ici, elle ne croit pas à tout ce que je dis. Mais dans tout ce que vous dites, personne de votre famille n'est quand même allé le rencontrer pour demander mais qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi il se comporte ainsi? Mes oncles sont partis. La plupart qui croient en Dieu, ils m'ont dit non, laisse ce qui est à toi et à toi. Et il y a 1000 façons, quand un homme ne veut plus d'une femme, il y a 1000 façons, laisse tomber, reviens au village.
Rien de grave que ça. Je pense que c'est tout ce qu'il me disait. Laisse tomber. Quand tes enfants vont grandir, ils vont te chercher. Et c'est tout ce qu'il me disait. Et vous ne voulez pas laisser? Mes enfants me manquent. Je pense que jusqu'ici, de mai à ici, j'ai perdu déjà 14 kilos. C'est assez, c'est beaucoup. Je vais retrouver mes enfants. S'il faut souffrir, je vais souffrir au moins en les voyant. Parce que je ne sais pas comment ils sont traités là-bas. Mais je sais que c'est Dieu qui garde. Je présume que vous êtes une femme féconde, puisque vous avez 3 enfants. Vous pouvez faire d'autres enfants aussi. Peut-être oublier, puisqu'ils vous menacent. Vous interdit de les rencontrer. Je suis féconde, certes. Mais j'ai souffert pour ces enfants, pour avoir ces enfants. Et c'est à tort qui me les enlève comme si je ne vivais pas. Parce que je crois que cette maman, il a dit aux enfants, je connais mes enfants très éveillés. Il a sûrement dit aux enfants que votre mère ne vit pas. Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il les dit tous les jours. On ne peut pas me sévrer comme ça de mes enfants. Je suis vivante quand même. C'est à tort. Vous pouvez lui parler. Vous regardez cette caméra, vous lui parlez. Sûrement, il doit regarder ce programme. Si tu es en train de me regarder, tu sais que je t'ai aimé sans condition. Et je t'ai supporté dans les moments difficiles. Dans tes multiples missions, j'ai été présente. J'ai nettoyé tes blessures quand tu revenais avec des blessures. J'ai nettoyé tes blessures quand tu revenais avec tes blessures. Et quand tu pleurais, j'étais là. Aujourd'hui que tu as changé de regard, tu sais que du fond de toi, tu sais que je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. C'est ce que tu as voulu. Je n'ai rien d'autre à te dire. Rien d'autre. Ce sont là les larmes d'une femme âgée de 31 ans, une femme qui est maman de 3 enfants. L'aîné a 6 ans, le second 4 ans et le dernier 2 ans. Voyez-vous, c'est vrai de voir ses enfants, elle a besoin de rencontrer ses enfants, de les voir ne serait-ce qu'une fois ou 2 fois par semaine. Ça lui permettra sans doute de retrouver la forme. Et elle a besoin de votre aide. Elle peut travailler pour se refaire une vie, même sans son homme, c'est ce qu'elle dit. Et Regard Social lui donne la possibilité, avec le concours des âmes de bonne volonté que vous êtes, que nous sommes, chacun de nous peut faire quelque chose également pour lui permettre de retrouver la vie. Et toujours sur ce plateau, Asoumarou Aminatou, qui a parlé également, s'est adressée en sa langue à ses frères et sœurs, à tous les Camerounais, bref, d'ici ou d'ailleurs. Elle cherche également désespérément son époux, qui a disparu depuis le mois de mai dernier. Voyez-vous, elle traîne un enfant de 2 ans et une grossesse de 7 mois. Elle n'a jamais rencontré un médecin depuis qu'elle est enceinte. Et là, vous pouvez imaginer les difficultés qu'elle peut avoir au moment de d'accoucher. Donc, difficile justement pour sa vie parce qu'elle vit à la Belle Étoile. Elle voudrait retourner au village. C'est ce qu'elle dit également. Donc, Gildiba, c'est le nom du village. C'est dans la région du Nord Cameroun. Avec nous également, nous allons marquer une pause, le tout premier arrêt, en tout cas, de cette édition. Question de vous proposer de suivre donc l'enquête réalisée depuis quelques mois, la suite notamment de Rose, puisque l'équipe de Regard Social a suivi Rose au quotidien, voir ses déplacements et pouvoir les enregistrer. Et voyez-vous, sur la caméra de l'infatigable Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social. Madame, Monsieur, juste après, nous allons retrouver nos experts.
parvient, elle engage une balade sans direction fixe. Sur le visage de la trentenaire, l'angoisse, la détresse, bref, l'espoir. Femme, tout mon corps, c'est les cicatrices, des ceinturons, nuit et jour. Dans la grossesse, sans grossesse, je ne peux pas donner tout ça. Je peux laisser les 11 ans tomber. Mais au moins qu'on me laisse voir mes enfants, c'est tout ce que je veux. J'ai besoin de mes enfants, je souffre. Je souffre tellement. Je ne sais pas pourquoi je mérite tout ça. Je souffre. Je souffre. Nuit et jour, cette femme doit m'appeler pour m'insulter, se moquer de moi. Je vais revoir mes enfants. Je lui ai même écrit la dernière fois, je lui ai dit, je voulais même qu'il se place en route, même s'il ne veut pas que je vienne chez lui. Qu'il se place juste en route pour que je les revoie même de loin. Il m'a dit d'aller au diable. Je suis dépassée. Je veux revoir mes enfants. Je veux revoir mes enfants. Juste même les revoir. Juste les revoir. C'est tout ce que je veux. J'essaye d'écrire, il ne me répond pas. Quand j'appelle, c'est les injures. C'est sa femme qui doit décrocher le téléphone. Et ils me disent que ce que je mérite, c'est la mort.
Il m'a promis que si j'essaye de l'affronter, il va m'abattre. Je suis dépassée. La jeune mère pleure. Elle pleure et ne cesse de pleurer, car l'absence de ses enfants auprès d'elle est une entorse à sa vie de mère. Mes enfants me manquent tellement. Le dernier même, je viens de le sévrer. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne dois plus jamais les revoir étant vivantes. Je suis débordée. Mes nuits, c'est les larmes. Le jour, c'est les larmes. Pour moi, c'est très compliqué. Trop difficile. Ça fait 11 ans que j'ai connu ce monsieur. Nous avons eu pendant les 11 ans 3 enfants. Ma première fille a 6 ans, le deuxième a 4 ans et le dernier, je viens de le sévrer, il a 2 ans. J'ai très mal quand je pense à ces enfants. Tout ce que je veux, c'est que vous m'aidez à récupérer mes enfants. De tous ces enfants, aucun de ces enfants n'est reconnu. Personne de tous ces enfants. Il n'y en a même pas un seul qui a l'acte de naissance. Chaque fois que j'accouchais, il avait toujours des excuses. Quand il faut faire l'acte de l'enfant, la déclaration, il trouvait toujours des excuses. Il n'a jamais fait l'acte de l'enfant, de ses enfants. Jamais. Et je ne sais pas ce qu'il dit souvent aux directrices. Parce que moi-même, à un moment donné, je me suis dit, quand on arrivait à Konsamba, que voilà, tous les enfants vont fréquenter, sauf les miens. Il m'a dit non, mais c'est un petit problème, c'est un petit problème. Et justement, ce jour, il est sorti, il m'a ramené les reçus. Et je n'ai rien compris, ils ont commencé l'école. Je n'ai rien compris. Celle qui occupe une chambre 2 mètres sur 2, sans énergie électrique, avec un matelas jeté à même le sol, dans un coin presque perdu de la ville de Douala, dit avoir bénéficié des largesses d'une maman de bonne volonté, qui lui a donné juste un mois pour habiter, avant de trouver la solution à son problème. Ici, je suis chez une maman qui a eu le cœur de m'aider. Elle m'a donné la chambre pour 1 mois. Et présentement, j'ai déjà fait plus de 3 mois. Je n'ai pas d'argent pour payer la chambre parce qu'elle m'a donné la chambre pour 1 mois, le temps de trouver une solution à mes problèmes. Mais là, je suis à 3 mois et elle me demande de libérer la maison. Je ne sais plus où aller. Je suis dépassée parce que tout ce que j'avais, j'ai perdu. Il faut recommencer à zéro. En soirée et dans sa chambre de fortune, elle se console avec des tenues de classe et des jouets laissés par ses enfants, des enfants confisqués par le géniteur. Ça fait 4 mois que je souffre. Et surtout quand je regarde ces derniers souvenirs que je suis allée ramener de Konsamba, ça me terrorise. Je n'arrive plus à dormir. Les souvenirs, c'est quoi? C'est quelques souvenirs. Les babous. Les babouches, leurs jouets avec lesquels ils jouaient constamment. Je suis troublée. Je ne dors pas, je ne mange pas. J'ai perdu la paix. C'est très compliqué. Vous n'avez qu'à voir sur certaines photos. À l'écart de 4 mois, je crois que j'en ai perdu 15 kilos. Et même mes propres frères qui me connaissaient n'arrivent pas à me reconnaître. Certains à la limite me demandent, est-ce que tu es sûr que tu vas bien? J'ai perdu la paix. Je suis plus tranquille. Je suis vraiment désespérée. Je ne sais plus quoi faire. Des sévices corporels, la torture morale. Le corps de Rose, Eva, est truffé de cicatrices suite aux violences perpétrées sur elle par l'homme qu'elle a choisi par amour. Avant d'accoucher ma première fille, il m'a bastonné et la même semaine j'ai accouché. Juste parce que j'ai salué un ancien collègue. Il m'a sauvagée au point où j'ai accouché avant le temps. C'est très compliqué et ça je cachais à ma famille. Il m'a bastonné au point de m'enfermer même dans la cellule avec la complicité de ses collègues. Juste quand je suis sortie, quelques jours après, j'ai accouché. Et les mêmes collègues sont venus porter l'enfant à l'hôpital. Et ça, je cachais à ma famille au nom de l'amour. Bon, c'est vrai, je l'aimais. Parce que je n'ai pas voulu exposer ça au début parce que je l'aimais. J'ai continué à cacher ça à ma famille. Même quand ma mère me demandait c'est quoi ces cicatrices,
quand je venais ici à Douala, je cachais toujours, non, c'est l'accident et tout ça, c'est ceci. Je couvrais toujours. Ce côté-ci, depuis la dernière bastonnade, j'ai mal, je ne peux que me coucher d'un côté. J'ai très mal. Quand la douleur commence, je ne peux pas tenir debout, je ne peux pas m'asseoir, sauf coucher d'un côté. Et là, il m'a cassé, je crois, trois dents. 3 dents. Sur lequel même ma première prothèse aussi l'a cassée. J'ai renouvelé déjà la prothèse. Là où je suis couvert en rouge, c'est cette fois qu'il m'a bastonné au point de me casser 3 dents et le pied. Il y a une photo où je pense qu'il m'a balancé sur l'étage et je suis tombée. Ce sont des photos des cas différents, des bastonnades différentes. En rouge, j'étais dans le coma. Il m'a bastonné, il m'a laissé dans le coma et c'est à partir de cette photo qu'il a demandé l'affectation parce qu'il était dans la panique, peut-être que j'étais morte. Rose n'est donc pas seule dans ce registre. Plusieurs femmes comme elle subissent des atrocités, mais la peur d'être inquiétée par des tierces empêche la dénonciation. Mon mari ne me tapait pas, mais au contraire, il pouvait me conseiller. Il me dit que non, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ci. C'était difficile que mon mari tende la main sur moi pour me battre. Surtout devant les enfants, c'est pas d'abord bien. Si on avait un problème, c'est dans la chambre qu'on devait résoudre ce problème. Aujourd'hui, là, nos enfants d'aujourd'hui sont devenus tellement violents. Tellement. En tant que les jeunes qui ont tapé sur les femmes comme un jeune couple qui a tapé sa femme à Oya, il a cassé les mortes. La femme est morte comme ça là, à cause de la violence. C'est pas bien. Violence conjugale. Le phénomène est plus que jamais perceptible dans des couples. L'enfant parle que papa tape maman, c'est comme ça, manger des gens, les enfants ne sont pas tranquilles, c'est pas bien. Tu peux punir la femme, mais pas taper. Taper devant les enfants, d'abord ça frustre même d'abord les enfants. On voit les hommes qui violentent leurs femmes presque tous les temps. Et tapent bien sur leur femme même. Tu vois, quand la femme vient se plaindre et dit que l'homme m'a tapé, l'homme a fait ceci. Et quand tu contactes maintenant l'homme, qu'est-ce qui se passe? Et il dit que non, la femme a fait ceci. On demande mais est-ce que tu as le droit de taper sur elle? Et quand on parle, on dit à l'homme qu'il ne faut plus les violenter. Et le lendemain, ça revient toujours la même chose. L'homme est toujours en train de leur battre. Donc c'est fréquent jusqu'à ce n'est plus bon. Rose Eva a besoin de vous. Elle a besoin de vous pour se refaire une vie, surtout avec ses enfants à ses côtés. Difficile de supporter, en tout cas, de regarder toutes ces images et écouter des témoignages aussi poignants, des témoignages qui font mal, comme du poignard dans le cœur. Sur ce plateau, nos invités, Madame Tamsa, bonsoir. Oui, mon champ visuel. Bonsoir. Je vous ai vu pendant le reportage balancer la tête à gauche et à droite, un peu comme si vous êtes dépassé par ce qu'on raconte. On éprouve toujours une sensation de perdu face à ce genre de témoignage. Mais on a tout fait de revenir sur Terre parce que c'est comme si nous avons découvert un virus qu'on appelle l'absence d'humanité, la méchanceté dans sa grandeur nature, qui n'explique rien, qui ne se justifie pas. Et on se dit, quand vous passez un bon bout de temps sans entendre quelqu'un crier à côté, vous vous dites, ah, peut-être ça va déjà. Mais dès que vous levez le regard, vous vous rendez compte que non, ça ne va pas. C'est vous qui avez cessé de regarder dans cette direction. Ce que vous avez laissé il y a longtemps, ça continue et ça s'est même amplifié. Nous avons malheureusement de plus en plus cette espèce animale qui a le corps d'un homme
et qui circule et qui a les moyens les plus, je ne sais pas, qui a un charme spécial pour attirer ses proies et pour les broyer, sous le regard parfois complice de nous tous, et qui transforme l'être humain en une victime qui parfois se retrouve même à justifier son bourreau. C'est un peu ça. Mais beaucoup plus, je crois que s'il y avait quand même un contrat légal entre les deux, peut-être que quelqu'un aurait eu l'occasion de lui rappeler que mais il faut quand même te tourner à gauche ou à droite. Mais comme nous avons l'habitude d'être fiers, d'être appelés Madame telle, alors que derrière, il n'y a aucun élément qui nous permet de porter ce nom, parfois c'est ça qui fait. L'amour ne veut pas dire le manque de raison. L'amour ne veut pas dire le refus de vivre. Parce qu'en fait, c'est ça. D'accord. Les signes étaient là. Mais ma fille n'a pas pu décrypter les signes. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes directrice du Centre de promotion de la femme et de la famille de Nkonsamba. C'est dans le département du Mungo. Vous êtes conseillère psychosociale. C'est plus à ce titre que vous êtes sur ce plateau, dans le cadre de cette émission Regard social. En face de vous, il y a Madame Dibobé Élise. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez votre micro. Oui. Vous avez regardé ce brillant reportage. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Je suis sans voix à l'écoute de ces deux témoignages sur ce plateau. Je vais dire que je suis dépassée. Quand je regarde le cas de Rose, c'est une relation qui a été faussée à la base. Elle n'a pas su comprendre avec qui elle est. Parce que quand on rencontre son âme sœur, il y a des limites qu'on ne pourra jamais atteindre. Donc, il va vraiment falloir l'aider parce qu'elle est déboussolée. Très bien. Vous, c'est une sorte de pauvreté également? Oui, ça peut être... c'est à dessein que je pose la question. Oui, une pauvreté d'esprit. Parce qu'elle n'a pas su, elle n'a pas eu cette richesse de comprendre, de décrypter ce qui se trouve en l'homme à qui elle met la confiance. Très bien. Je rappelle donc que vous êtes promotrice de l'association Women Against Poverty. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, si c'est bien une sorte ça. Donc vous êtes aussi une combattante de violences perpétrées sur les femmes par des hommes, naturellement. Bien sûr. Voilà. Donc avec vous également, avec nous sur ce plateau, Maître Tchamo Mefadgo Clémence, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Ndongo. Oui, Monsieur Ndongo, bonsoir les téléspectateurs. Et avant d'attendre même que vous continuiez dans la question, je suis vraiment perturbée parce que depuis plus d'une vingtaine d'années de barreau, je n'ai jamais vu un cas autant profond quant à ce qui concerne les sévices. Donc, je suis déboussolée et je pense que le problème qui se pose n'est pas seulement la lecture du comportement de son époux. Je prendrai la chose sur un autre pan. Nous avons cette relation de mariage qui, à un certain moment, est boostée par non seulement la société, mais votre famille. D'accord. Je ne vais pas vous laisser continuer tout de suite parce que vous allez prendre la parole pour nous dire exactement sur le plan du droit, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement, comme qui dirait. Mais je rappelle que vous êtes avocate au barreau du Cameroun et à la Cour pénale internationale. Vous êtes également membre du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. C'est justement à ce titre que vous êtes également sur ce plateau. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je voudrais rester avec vous, Madame Dibobé. Cette femme, ce cas, vous qui êtes donc, vous qui parlez de pauvreté sous toutes les formes et vous qui défendez également, vous protégez les droits des femmes en même temps, est-ce que depuis votre association, vous avez vu des cas du genre? Même si de temps à autre vous rencontrez des cas, mais ce type? Nous avons déjà rencontré des cas, mais je vous assure que celui-ci est
assez grave ou trop grave. On n'en a pas encore rencontré un comme celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous vous dites finalement? C'est le problème part d'où? De l'homme ou de la femme? Ma fille va m'excuser, mais le problème vraiment part d'elle. Parce qu'elle n'a pas su comprendre. La première épreuve, elle a donné une deuxième chance, comme nous avons l'habitude de le dire. Mais quand ça continuait, à mon avis personnel, elle ne pouvait plus y rester jusqu'à faire 2 enfants de plus. Parce que ce n'était plus une affaire d'elle seule et son conjoint ou son... Je ne sais pas. Mais les amis ou les collègues sont des personnes qui doivent plutôt venir mettre la paix dans une relation. Mais à partir du moment où les collègues du mari deviennent des bourreaux, vous n'avez plus de raison de vivre dans cet endroit. Nous avons plusieurs endroits où la femme peut se faire protéger. En face de moi, nous avons Madame Tamsa. Dans ce ministère, vous trouvez toujours des conseils pour vous orienter. Nous avons les femmes, les avocates, les femmes juristes qui se sont aussi constituées, qui sont aussi prêtes à soutenir. La CAFEJ, par exemple. Et même quand j'ai écouté son témoignage, sa famille n'a pas beaucoup intervenu dans sa relation. Donc c'est autant de problèmes qui ont fait qu'elle s'est retrouvée dans cette situation presque toute seule. Très bien. Alors, Madame Tamsa, Rose s'est retrouvée seule face à son destin, puisqu'elle dit c'est par amour qu'elle a continué à vivre avec son homme. Il y a eu un premier cas, un second et un énième cas. Elle est quand même restée muette sans dire à sa famille tout ce qu'elle subissait. Nous parlons là de la violence. C'est pour ça qu'on dit toujours que la vraie victime de violence devient l'ami intime de son bourreau. Parce qu'arrivé à un certain stade de violence, la victime commence à justifier plutôt les actes de son bourreau. Et je l'ai suivi tout à l'heure quand elle parlait, elle dit je reconnais. Et pendant qu'elle dit je reconnais, je regarde les images qui sont carrément à l'opposé. On reconnaît quoi? Qu'est-ce qui justifie l'état qui est projeté par les images qu'on voit? On ne reconnaît rien dans ce genre de cas. Je reconnais que je suis jalouse, je vais fouiller dans son téléphone. À la limite, si on est trop violent, ça mérite une petite gifle en passant. Mais ça ne mérite pas un traumatisme avec des séquelles à vie. Le médecin peut-être pourra me dire le contraire. Mais la séquelle la plus gravissime, c'est la séquelle psychologique qui fait que je me demande, c'est vrai qu'elle est positive en disant que oui, elle sait que tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais est-ce que si elle n'est pas prise en charge, est-ce qu'elle aura le courage de recommencer un jour? Est-ce que l'image du bourreau va quitter? Et en plus, dans ce genre de choses, la famille ne pouvait pas, certaines de nos familles tiennent mordicus au phénomène traditionnel. C'est-à-dire, si vous n'avez pas amené votre mari, ou votre copain, ou votre fiancé à reconnaître la famille, à toquer la porte, à donner la dot et tout, c'est comme si vous êtes quelqu'un qui avait choisi de ne plus faire partie de la famille. Dans le temps, c'était même une honte quand on disait qu'une fille est partie, restait avec un homme comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement une honte parce que parfois certains parents se sentent soulagés de voir leur progéniture être nourrie gratuitement quelque part. Mais ça demeure quand même que le contrat traditionnel n'a pas été établi. Et donc, peut-être, c'est pas ce que je dis, parce que l'état de Rose, selon ses photos, c'était une mort. Elle était morte. Ça ne justifie pas que sa famille n'intervienne pas. Mais peut-être l'intervention de sa famille a été ralentie par le phénomène que les canons qui gouvernent notre société, elle a plutôt choisi un concubinage endurci, résistant à tout vent, au vent de la tradition,
au vent de la loi, au vent même de l'amour, parce que, comme je disais tantôt, on n'aime pas pour mourir. Donc, c'est une forme de concubinage assez viscérale et même vicieuse. Parce que le premier signe était là. Et elle ne l'a pas décrypté. Elle pouvait choisir de protéger son homme. Mais il fallait faire le geste, il fallait faire le pas, s'en aller. Et le mettre à l'épreuve. Pour qu'il fasse l'effort de revenir la queue entre les jambes parce qu'il ne s'est jamais rendu compte que ce qu'il faisait était mal. Mais, personne ne le lui a rappelé. Madame Tamsa, est-ce que l'amour aime la violence? Quand je parle amour dans cette situation, je parle de Rose. Oui, de l'autre côté, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai des doutes que ce soit de l'amour. Ça doit être une relation établie parce qu'on se retrouve en difficulté dans une situation. On trouve une fille naïve qui peut nous porter le temps que notre situation s'arrange. Et dès que notre situation s'arrange, on n'a pas le courage de lui dire « va-t'en ». Et on commence à la bastonner, à lui faire toutes sortes de choses pour qu'elle comprenne qu'elle doit partir. Parce que dans son récit, à aucun moment, elle ne nous a dit que même pendant leur premier jour, il a traîné quand même le pas pour voir qui était la mère. Même en catimini, nous tous on est passés par là. Il y a un garçon qui vient à la maison, qui salue tout le monde, personne ne sait qui il est. Mais parfois, il y a un petit frère ou une grande soeur qui sait qui il est. Juste pour avoir un visage de la mère ou du père. Ce monsieur ne l'a jamais fait. Alors, on dirait que les impôts qu'on paye pour habiller ses corps, pour donner les armes, c'est pour qu'ils se retournent, qu'ils deviennent un corps dangereux pour la société elle-même. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Madame Dibobé. On a écouté le témoignage de Rose qui est toujours avec nous sur ce plateau pour comprendre qu'elle a choisi l'amour. Elle s'est dit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Et elle s'est confiée à lui, puisqu'elle le dit également qu'au départ, son salaire était un peu plus costaud que celui de son homme. Durant 4 ans, ils ont vécu l'amour vrai. Et c'est quand elle tombe enceinte que les problèmes commencent. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'elle soit enceinte ou alors qu'elle accouche? Il fallait vivre comme ça, sans enfant? La décision de faire un enfant dépend de la femme plus et du couple. Si elle a choisi de faire un enfant, je ne sais pas pour quelle raison, certaines se disent qu'en faisant un enfant, ça va me rattacher plus à cet homme-là. Mais tout à l'heure, je le disais encore que la relation a été faussée à la base. Parce qu'elle n'a pas compris que cet homme est auprès d'elle parce qu'elle lui sert à quelque chose. Et quand il n'aura plus besoin d'elle, d'une manière ou d'une autre, elle a continué à l'aimer parce qu'elle a vraiment aimé. Mais elle n'a pas compris que lui ne lui retournait pas cet amour. Donc il avait simplement besoin d'enfants, puisqu'il la laisse après les 3 enfants pour avoir une autre femme. Il avait besoin d'une personne qu'il va utiliser. Tant mieux si un enfant est arrivé, parce que s'il avait besoin d'un enfant pendant qu'elle est enceinte, il ne pouvait pas la bastonner, en aucun cas. S'il a pu le faire pendant qu'elle est enceinte presque à terme, ça veut dire qu'il s'en fichait même de cet enfant. C'est par miracle que cet enfant a pu vivre. D'accord. Dans le récit, nulle part, il nous est démontré que ce monsieur avait besoin d'enfants. Parce qu'avant la bastonnade avec les collègues et la cellule et tout, il lui donne 300 francs. 300 francs. Nous tous on sait ce que c'est, le franc CFA. 300 francs pour nourrir une femme qui est enceinte. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'enfants? Je ne vais pas entrer dans son intimité, mais est-ce qu'ils se sont assis pour construire le projet d'enfant? J'en doute fort. Lui, il était là en aventure, en villégiature, prendre du bon temps, avoir quelqu'un qui l'aide, se nommer, se faire valoir devant ses collègues qu'il a une épouse, alors que lui-même, il sait que c'est pour un temps. C'était un contrat saisonnier, c'est tout. Le temps qu'il retrouve ses marques, qu'il trouve ce dont il a vraiment besoin. Et paf, l'enfant entre. Épidermique qu'il est, impulsif et tout, est-ce qu'il ne la bastonnait pas pour que cet enfant sorte de ce ventre?
C'est aussi cette question qu'on se pose. C'est vrai qu'il y a une question, en tout cas, qu'on se poserait au cours de ce programme, et chacun peut également avoir son idée. Maître Tchamo, vous également, une relation qui est partie des promesses, même si ce sont des promesses qui sont reçues, qui sont restées non tenues jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un premier enfant, il y a eu un second, il y a eu un troisième. Mais entre ces enfants, c'était une série de violences, bastonnades, brutalité, services corporels et autres. Des mots en tout cas pour qualifier un peu ce qu'elle a subi. On s'en tient simplement à son récit. Oui, c'est vrai que M. Ndongo, c'est vrai que elle était en situation de concubinage et la loi camerounaise ne protège pas les partenaires qui sont en situation de concubinage, mais nous pouvons quand même tendre sur le pan d'une promesse de mariage parce que tout porte à croire qu'ils étaient en situation de promesse de mariage. Si le monsieur, son concubin lui avait fait une promesse ferme de mariage, on peut également analyser sur le pan de rupture abusive de fiançailles. Mais est-ce que le monsieur solennellement avait fait une déclaration? Parce que dans le récit, on n'entend pas la présence, on ne ressent pas la présence de la famille de Rose, on ne ressent pas l'interférence de la famille de son concubin dans toute l'histoire. Nous ne sommes qu'au courant de la présence des deux et des enfants. Est-ce qu'à un certain moment, il est allé vers la famille de Rose pour faire une déclaration solennelle selon laquelle j'entends t'épouser et que le moment venu, nous viendrons, comme ils étaient au nord, quand nous serons au sud, nous irons voir tes parents. Est-ce que nulle part on ne constate, on entend cette déclaration solennelle? Alors, on en déduit qu'il s'agit d'une situation de concubinage. Maintenant, quitte de la situation de la filiation des enfants. Les enfants ne sont pas reconnus. Aucun enfant n'est reconnu, mais la loi prévoit la procédure de reconnaissance forcée. On peut saisir le tribunal pour amener ce monsieur à reconnaître les enfants. Il y a des indices, il y a les témoignages, il y a les tests ADN pour établir la filiation. Même le fait qu'il s'accapare des enfants, on peut établir juridiquement la filiation et après cela engager d'autres procédures conséquentes telles que la garde des enfants, telles que la pension alimentaire. Et comme le monsieur est en tenue, je ne sais à quel corps il appartient, un homme en tenue qui pose autant d'actes, est-ce qu'un homme en tenue devrait se comporter ainsi? C'est la question qu'on se pose. S'il est un gendarme, un policier, s'il se comporte comme ça en l'égard d'une fille qui lui a offert 3 enfants, quitte de la situation des détenus qui sont dans sa cellule. Ça veut dire que c'est un monsieur qui est inconscient, c'est un inhumain. Donc, moi, je pense que la situation de Rose doit d'abord commencer par l'établissement de la filiation de ses enfants relativement à leur père et engager d'autres actions subséquentes. Alors, maintenant, partie d'une relation sans base, je voudrais dire sans preuve que c'est une relation qui peut aller loin parce qu'on fait des promesses de mariage, mais c'est quand même 2 êtres humains qui vivent ensemble. Si l'un est violent, l'autre doit quand même payer le prix de cette violence. Et c'est ce qu'on a vu quand même à travers les images, mais elle est quand même allée rencontrer les supérieurs de son homme, mais il est en même temps demandé pardon, promettant de ne plus recommencer. Oui. Mais la situation a été répétée. Justement, dans le cas de Rose, il y a plusieurs institutions qui entrent en jeu. Est-ce le concubinage ou les fiançailles? Il n'y a pas eu de déclaration solennelle de mariage, donc elle était en situation de concubinage. Relativement aux enfants, ce sont ses enfants, on peut l'établir juridiquement, on peut saisir le tribunal pour demander que la filiation de ce monsieur soit établie à l'endroit des enfants. Et le tribunal, naturellement, au bénéfice des preuves qui seront apportées par elle, va établir cette relation. Maintenant, relativement aux violences qu'elle a subies, même si vous êtes marié, rien ne vous autorise à violenter un être humain. Et c'est pour ça que le REDAC est là, parce que le REDAC, justement, défend les droits humains. On ne peut pas violenter une dame à ce point. Le monsieur ne peut pas accepter. Je suis persuadée que si son beau-frère avait tapé sur sa sœur, il aurait pris les armes pour tirer sur son beau-frère. Parce que le niveau de violence qu'il a atteint est inhumain. Donc, Rose a également des actions pénales. Parce que si j'entends la déclaration, lorsque je suis la déclaration de Rose,
elle a saisi ses supérieurs hiérarchiques. Ça veut dire qu'elle a saisi le pan hiérarchique. Elle n'a saisi aucun tribunal. Elle n'a saisi aucun tribunal. Elle a saisi ses supérieurs hiérarchiques à un niveau inférieur. Parce que je connais très bien le corps de la gendarmerie. Si elle avait poussé la saisine plus loin, ce monsieur serait sanctionné même sur le plan disciplinaire. Elle s'est arrêtée au niveau de la hiérarchie. Peut-être qu'elle a saisi ses supérieurs hiérarchiques de la région, mais elle n'est pas allée là où il faut. Quand les supérieurs de la région ne répondent pas, elle pousse plus loin, elle engage des actions pénales. Je pense également qu'à l'entendre parler, elle n'a pas également été soutenue par la famille. La famille ne l'a pas soutenue. Elle s'est retrouvée seule. Elle a pris des décisions seule. Il n'y a aucun membre de la famille. On lui demande de rentrer au village. Pourquoi? Quand je l'entends parler, elle parle très bien français. Aucun membre de la famille ne l'a soutenue. Et malheureusement pour elle, elle n'est pas tombée sur les responsables des droits de l'homme ou certains avocats, parce qu'on aurait dû engager des procédures pour qu'elle puisse avoir ne serait-ce que le droit de visite de ses enfants. Alors, vous l'avez entendu dans ses récits tout à l'heure. Elle dit qu'elle est restée, elle n'a même pas dit à sa propre maman, qui lui posait des questions sur les cicatrices qu'elle porte. Elle dit que c'était des accidents, alors que c'est la bastonnade qui a laissé en elle ces cicatrices. Alors, si elle parvient à le dire, ça veut dire qu'elle a passé le temps à protéger son bourreau, quand même. Et justement, c'est là l'une des raisons, l'un des éléments, qui permet de lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que si elle ne dénonce pas, elle les subira. C'est vrai que dans un premier temps, si nous prenons 3 femmes, je pense qu'il y aura peut-être 2 qui diront qu'ils n'ont jamais reçu une claque de la part de leur mari. Mais si vous ne dénoncez pas, vous allez subir toute votre vie. À un certain moment, quand ça ne va pas, vous dénoncez, vous prenez des dispositions conséquentes, vous assumez. Oui, mais ce sur quoi je veux insister ici, c'est le profil psychologique de Rose. Rose a affaire à un inhumain. Ça, c'est les services corporels qu'on a vus. Le langage verbal, on ne l'a pas entendu. Parce qu'il peut aussi, pendant qu'il tape, il dit des choses qui la déséquilibrent mentalement au point où elle fait corps avec son mal. Et c'est dans cette situation qu'elle se trouve. Elle a atteint, ma foi, je parle avec beaucoup de réserve sous la correction des médecins et autres, elle a atteint pratiquement le stade 2 de la violence. D'une victime qui fait corps avec sa violence au point de n'être pas capable de dire à sa propre mère que, comme tu vois là, parce que dans son mental, elle est en train de chercher les raisons pour lesquelles elle se retrouve dans cette situation. Et ma foi, elle arrive à un point où peut-être, comme je regarde dans son téléphone, il n'aime pas ça. Peut-être que, comme je suis sortie sans permission, il n'aime pas ça. Mais ma foi, toutes les raisons là ne justifient pas ce que nous avons vu. Donc, le fait qu'elle ne dénonce pas, c'est que son bourreau a été plus rapide qu'elle dans l'exercice de violence sur elle, au point où il l'a traumatisée et elle le dit, qu'elle a peur. Je ne suis pas sûre que ce langage, si ce monsieur apparaît ici sur ce plateau, Rose pourra ouvrir sa bouche. Je ne suis pas sûre. Parce qu'elle a traumatisé, elle a peur. Et c'est cette peur qui fait en sorte que la violence traîne, parce qu'elle atteint très rapidement un stade où elle fait corps avec sa violence et elle n'arrive même plus à sortir. Elle a quand même été courageuse d'aller voir ses chefs. Mais qu'est-ce qu'un chef hiérarchique peut faire à un certain niveau? Parce qu'il y a des degrés de chefferie. Il y a des degrés dans la hiérarchie. Il va tout simplement convoquer son élément, lui parler, le menacer. L'élément va se mettre à genoux, je ne sais pas, assis ou quoi, promettre. Il peut même signer un document. Ça ne l'embête pas. Mais on va l'appeler N fois. Et N fois, il va poser là jusqu'à ce que le chef hiérarchique décide d'envoyer ça plus haut. Alors, et malheureusement, c'est un militaire. C'est un corps armé. Les services sociaux civils ne peuvent pas facilement traiter ce corps armé. Il faut passer par le service social qui est attaché au service du corps armé. Non, moi, je voulais aller plus loin en disant que les hommes maintenus ne bénéficient d'aucune immunité. Ça veut dire que Roche n'a pas eu la chance de tomber sur des personnes qui pouvaient l'aider juridiquement.
Parce que l'aspect, le processus qu'elle a pris est celui hiérarchique. Il ne faut s'attendre éventuellement qu'à une faute disciplinaire. Nous avons les juridictions. Aucun homme en tenue ne bénéficie d'une immunité. Si elle avait établi ses certificats médicaux, photos et témoins à l'appui, ce monsieur serait condamné et devrait payer. Ça existe, vous avez vu en image. Aucun homme en tenue ne bénéficie d'une immunité. Donc si elle avait saisi les tribunaux, ce monsieur serait condamné et jusqu'à présent, puisque elle subit toujours les menaces parce qu'elle nous a dit tantôt qu'elle n'a même pas su de sortir de cette salle. Peut-être que le monsieur l'attend dehors parce que c'est ça le lâche. Le monsieur peut s'en rendre compte qu'on l'a dénoncé, qu'on l'a déniché, qu'elle n'était pas morte le jour où il a poussé au fond d'une colline et l'attendre là dehors pour l'éliminer. Ça, c'est la réaction d'un lâche. Jusqu'à présent, les tribunaux peuvent être saisis et condamner ce monsieur qui ne bénéficie d'aucune immunité. Alors, Rose est avec nous sur ce plateau, elle n'est pas partie. Elle va apporter quelques précisions. Alors, Madame Tamsa voulait savoir, ou alors Madame Dibobé voulait savoir si vous êtes allé dans la famille de votre conjoint pour vous plaindre, par exemple. Vous l'avez fait? Je ne suis pas allée dans sa famille pour me plaindre, puisque la famille est loin. Et dans mon état, quand je suis sortie du coma, la première des choses à faire, c'était de les envoyer des photos et voir la réaction de... Vous avez envoyé des photos à qui? Je vais dire la grande famille. Sa famille? Sa famille. Mm-hmm. Sa famille, la majorité, ils sont ici et la moitié à Kribi. Mm-hmm. Et il y a une qui m'a répondu, qui m'a dit, Asia, ça va aller. Mais tu sais, la vérité, c'est que quand mon autre frère t'a amené à Kribi, on t'a aimé. Maintenant qu'il ne t'aime plus, cherche-toi seulement. C'était ça leur réaction. Ce qui fait que même connaissant leur maison ici, parce qu'elles n'ont pas réagi quand j'étais même encore à l'hôpital, je n'avais plus le courage d'arriver. Je ne pouvais plus arriver. Comment? Parce que dans mon état, je les attendais à l'hôpital. Parce que quand j'étais pas malade, elles venaient. Elles défilaient, c'était le défilé de mode. Elles venaient les week-ends, elles viennent, elles passent les week-ends. Ils font les tours partout dans le Mungo et elles reviennent. Maintenant, étant dans ma situation, même avec les photos, personne n'a bougé le petit doigt. Moi, je pense que le problème de la réaction de la famille dans ce genre de situation dépend de la réaction de la personne qui vit les faits. Le concubinage ou le mariage, ce sont deux institutions qui sont comme la chaussure qui est dans votre pied. Quand ça vous sert vraiment, vous l'enlevez et vous la déposez. Naturellement, votre famille va vous suivre. Parce que la famille du mari, sa réaction est normale. Peut-être que depuis l'enfance, il est violent. Vous ne le saviez pas. Mais au moment des fiançailles ou au début de vos relations, il essaie de ménager le temps de vous mettre dans sa poche et puis il vous utilise comme il veut. Donc, si sa famille est restée de marbre, ça veut dire qu'ils savent, cette famille sait naturellement ou normalement que leur frère est naturellement violent et qu'il te revient de prendre tes clics et tes claques et de continuer ta vie ailleurs. La famille ne peut pas obliger leur frère de continuer une relation qui ne l'intéresse même pas. Dans certains cas, c'est même la famille qui lui trouve une autre femme. Pendant que vous peinez à colmater les brèches, c'est la famille qui lui ouvre une brèche et vous êtes là, on attend que votre mort pour faire entrer celle-là. Donc la famille ne peut pas, en l'état, dans une situation de concubinage ou de mariage, vous imposer un rythme. Si vous vous rendez compte que ça ne va pas, si ça atteint votre dernière veille, vous dégagez et vous continuez votre vie. Alors, Madame Dibobé, elle a quand même eu le courage de dénoncer ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire dire ce qu'elle subit, dire ce qu'elle a subi dans son foyer durant plusieurs années. Elle a quand même passé 11 ans avec ce monsieur. J'imagine que durant les 11 ans, c'est peut-être 2 ans de plaisir, de pur bonheur, et le reste, c'est la violence. Elle a fini par accepter, témoigner. C'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire. Je pense qu'elle n'a pas témoigné, elle n'a pas dénoncé à temps. Parce que si je l'ai bien écouté, c'est à la 11e année qu'elle a dénoncé son bourreau. Quand elle a eu les photos, parce que c'est de ces photos que nous parlons, c'est à
à la dernière année de leur Les photos là relation. reflètent plusieurs cas. De toute Plusieurs façon. cas. Oui, oui. Et ce que moi j'ai comme impression, ce monsieur doit être un cas spécial dans sa famille. À partir du moment où il vient avec sa femme ou sa fille, il vous la présente, vous la prenez telle qu'il vous l'a présentée. Et s'il dit qu'il ne veut plus, personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. C'est pour ça que personne n'a osé rien dire. Parce qu'à partir du moment où un homme a déjà 3 enfants avec une femme, ce n'est plus une simple relation où la famille peut rester muette devant une telle situation. Madame Tamsa, aujourd'hui, Rose vit loin de ses enfants parce qu'elle estime que vivre dans cet état sans ses enfants, elle peut Non, c'est pas elle traverser. qui estime. Une maman normale, vraiment. Et moi, je saisis cette occasion pour lui dire chapeau pour ton courage. Parce que c'est pas évident pour qu'une maman normale vive et sache que ses enfants sont accessibles. Mais il y a un lion qui est entre elle et ses enfants qui l'empêche de voir ses enfants. Je crois qu'à ce niveau, ce monsieur est tellement inhumain. Je n'ai pas de mots pour le qualifier. Mais une chose est sûre, Rose a le droit, le plein droit. Moi, l'inquiétude que j'ai, et je la dis solennellement ici, c'est que est-ce que ce monsieur, aussi retors que son esprit est, n'a pas fait l'acte de naissance de ses enfants et y a mis le nom d'une autre femme? Parce que, étant des corps armés, où tout travailleur a droit de percevoir de l'argent de ses enfants, même si c'est 500 francs. Moi, c'est l'inquiétude qui vient dans ma tête depuis qu'on parle de ses enfants. Est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'à ce niveau? C'est une question. Maintenant, elle a le droit d'utiliser toutes les voies de recours pour avoir accès à ses enfants. Parce que ce n'est pas le résultat d'un divorce. C'est que le plus fort a décidé que le faible n'a pas droit à la vie et donc il n'a même pas droit aux produits de sa vie. C'est tout. Vous étiez en train de dire quelque chose pendant qu'elle parlait des actes de l'enfant? Oui, je disais que même s'il l'a fait, même si c'est le nom d'une autre femme, je pense qu'il y a les tests, on peut passer par les tests d'ADN et on saura vraiment. Oui, mais en fait, justement, je pose une question. Je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait, mais je suis en train de vous rassurer que vous avez le droit. Et il y a des voies de recours pour réclamer ses enfants et réclamer le droit de visite. Je crois que l'avocate ne va pas me contredire là-dessus. J'étais en train d'expliquer ce que la loi prévoit avant que vous n'interveniez. Je voulais justement recadrer le débat sur le plan juridique. En ce qui concerne sa situation, les enfants ne sont pas reconnus. Donc, en l'état, elle ne peut saisir aucune institution pour demander le droit de visite de ses enfants. Demander soit la garde ou à la limite le droit de visite, elle ne peut pas. Donc, il faudrait déjà qu'elle établisse la filiation entre elle et ses enfants, ou ce monsieur et ses enfants. Vous dites que c'est le nom du monsieur qui n'est pas sur l'acte ou bien? Les actes n'existent pas. Les actes n'existent pas. Ok, d'accord. Mais ça veut donc dire, je vous en prie, excusez-moi. Ça veut dire juridiquement qu'il faudrait d'abord établir les actes de naissance des enfants, dans un premier temps. Il faudrait procéder au jugement supplétif parce que en l'état, les délais sont dépassés. Vous procédez au jugement supplétif qui aboutira à l'établissement des actes de naissance des enfants. Après ces actes de naissance, vous demandez donc la garde de vos enfants ou à la limite le droit de vos enfants si le juge décide de lui accorder la garde. Donc en l'état sans acte, c'est une garde matérielle. Ça veut dire que si vous-même vous étiez dans un point et que vous étiez la plus forte, vous seriez allé prendre les enfants pour rester avec eux. Votre mari ou votre concubin n'a que la garde matérielle. Mais il y a quand même, il faut atteindre un certain âge. Là, dans le cas où les actes existent, il faut un certain âge pour que le père prenne la garde des enfants. 7 ans, par exemple. En principe, les tests de l'UNICEF parlent de 6 ans, mais les juges peuvent déroger à cet âge si l'intérêt de l'enfant démontre que le père peut habiter avec l'enfant. Je m'explique. Prenons un exemple. L'enfant a 2 ans. Les textes de l'UNICEF prévoient 6 ans pour que le père puisse prendre l'enfant.
Mais si on démontre par A plus B que l'enfant dont il s'agit a le plus intérêt à vivre avec le père, le juge accordera la garde au père. Donc, c'est l'intérêt de l'enfant qui prévaut. Oui. Vous avez voulu prendre la parole tout à l'heure. Oui, je voulais dire tout à l'heure à Maître que les enfants sont en âge d'enfants scolarisés. Et je doute fort qu'ils soient sans acte de naissance. Parce que Rose n'a pas véritablement connu l'homme avec qui elle vivait. Il peut toujours avoir fait des actes pour ses enfants, sans qu'elle ne sache. Parce que le premier à 6 ans. À 6 ans, on va déjà à l'école. À 4 ans même, c'est déjà la maternelle ou la prématernelle. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est possible que ces enfants aient même des actes de naissance et qu'elle ne le sache pas. Oui, c'est toujours une hypothèse d'école, mais je vous dis que celui qui est plus fort physiquement n'est pas toujours celui qui réfléchit. À 6 ans, il peut bien être un homme en tenue, mais il n'a presque rien dans la tête. Nous supposons qu'il a établi l'acte de naissance, mais je ne pense pas que parce qu'il est physiquement fort ou parce qu'il se comporte en animal, qu'il a quelque chose dans le cerveau. Sinon, en tant qu'homme en tenue, il devrait être le premier à éviter de poser ce genre d'acte qu'il a posé. Elle a dit dans son récit tout à l'heure également que lorsqu'elle a posé la question à son homme, voici la rentrée, comment est-ce qu'on va faire pour que les enfants aillent à l'école? L'homme lui a dit qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas un problème. Il est parti avec les enfants, il est revenu avec les reçus. C'est-à-dire les enfants ont été inscrits. Comment est-ce qu'il a procédé? C'est la question. Il peut inscrire, on peut l'admettre. On peut admettre l'enfant sans acte. Pourquoi pas? Ça dépend. On peut admettre un enfant. C'est au moment de faire le CEPE qu'on exige l'acte. Dans un établissement, le chef d'établissement peut bien admettre un enfant sans acte. Mais l'enfant ne peut pas présenter le CEPE sans acte. Donc, jusqu'à présent, les enfants peuvent être sans acte. De toutes les façons, il y a plusieurs méthodes pour vérifier cela. Moi, je pense que Rose a été naïve et tout ce qu'on peut faire, c'est de l'aider, qu'elle se rapproche des institutions. Déjà, la dénonciation constitue déjà une lutte contre cette violence. Il faut dire qu'à un certain moment, elle a été victime de la violence économique. Dans la mesure où un monsieur qui donne 300 francs à une femme enceinte, ça c'est de l'insulte. 300 francs, ça ne représente rien du tout. Donc, elle a été victime parce que j'imagine qu'à un certain moment, elle a perdu son emploi pour se retrouver à quémander 300 francs à un homme. Mais il y a également lieu de dire que même les jeunes filles également doivent se battre. Lorsque vous perdez votre emploi, battez-vous à faire quelque chose qui vous permette... parce que c'est la réalité, c'est un peu ça aujourd'hui. Il faut être une femme indépendamment ou au mieux moyennement dépendant du mari pour ne pas subir ce genre de situation. Il le lui a refusé. Mais elle a il le lui a refusé. Oui, elle a expliqué ça tout à l'heure. Il le lui a refusé. Elle ne permet pas, tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Il lui a refusé. Pour revenir, moi je ne sais pas si dans sa recherche des enfants, elle a pu identifier où ils sont scolarisés et chercher à savoir comment ça se passe. C'est la période de vacances. Maintenant, c'est les vacances. Septembre n'est pas très loin. S'ils sont à Douala, parce que dans votre vie de 11 ans... Elle fera le tour des établissements. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans une relation aussi longue que celle-là, 11 ans, bien que ce monsieur était celui qui crée les cellules partout pour l'empêcher de monter, de descendre et tout, je ne veux pas croire que ce soit dans l'entourage du monsieur ou dans son propre entourage que tout le monde était contre elle au point où personne ne peut lui donner l'information, ne serait-ce que là où les enfants fréquentent. Je ne veux pas croire ça. Je pense que ça dépend. Si le monsieur est le bailleur de fonds de sa famille, je ne vois pas le membre qui va s'empêcher de bénéficier des subsides de ce monsieur pour donner une information à la dame. Il y a également des personnes comme ça dans les familles qui sont les bailleurs de fonds. Tout le monde est à sa merci et personne ne peut te donner une information le concernant. Il y a des gens comme ça dans leur famille. Il lui était, selon ses dires, il lui était interdit de sortir sans l'autorisation de ces derniers. Dieu interdit. Même pour l'église. Pour aller à l'église même, en fait. Oui, c'est ce qu'elle précise. Mais même Dieu nous laisse souvent faire pécher, nous. Après, on demande pardon. Et puis, les sages nous disent souvent que lorsque vous ne voulez pas le prunier, ne mangez pas les prunes. Vous ne pouvez pas détester une femme au point de vouloir l'éliminer
de porter atteinte à sa vie et de mettre tout en marche. Parce qu'elle nous a dit que même présentement, elle n'est sûre de rien. Elle n'est pas sûre de sortir d'ici. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Pourquoi le monsieur veut absolument l'éliminer et avoir le fruit de ses entrailles chez lui? Est-ce qu'il a donc ses enfants pour augmenter la cagnotte de son salaire parce que le nombre d'enfants lui permet d'avoir le nombre de maximum d'allocations familiales? Ça peut également être ça. Peut-être que les enfants ne vivent même pas avec lui. Ils prennent souvent des enfants, ils les balancent ailleurs, mais sur le salaire, les allocations familiales sont multipliées par le nombre d'enfants. Madame Tamsa, je voudrais comprendre un peu avec vous le phénomène, parce qu'on peut qualifier ça de phénomène. Vous ne pouvez pas être avec un homme qui vous violente à tout moment. Le premier enfant naît et il reprend le même processus. Le second enfant naît. Qu'est-ce que ça peut symboliser, tout ça? Mais c'est la double nature de ce monsieur. C'est-à-dire que le monsieur... il a le verbe, il réussit à flatter sa victime. N'oubliez pas que nous avons affaire à une femme amoureuse qui pense toujours que le jour qui va se lever là va apporter une meilleure vie. Et donc on est canalisé dans cet espoir. Donc dès que monsieur le bourreau, il connaît sa victime, il connaît ses points faibles, il sait où lui parler et quand lui parler pour qu'elle cède. Ouais. C'est un renard, en fait. Et après, il reprend sa nature propre, qui est la nature d'une violence inhumaine, et il continue son chemin. Vous imaginez 11 ans, monsieur Flavien, vous pouvez vous habiter avec une femme qui vous engueule tous les jours pendant 11 ans? Non, et vous y restez? Oh, pas. Mais vous devez comprendre que le monsieur a pris le temps d'étudier sa victime, de connaître ses points faibles, et elle est comme une toupie entre ses mains. Il la manipule comme il veut, au point où elle n'arrive même pas à ouvrir sa bouche et dire à sa mère que maman, voilà ce qui m'arrive. Ne dit à personne, mais dit, mais c'est une femme qui doit se confier à une autre femme qui est sa mère. Mais si le monsieur a réussi à la traumatiser au point où elle ne peut pas ouvrir sa bouche et dire à sa mère que même ne dit à personne, mais voilà réellement ce qui s'est passé, vous devez comprendre à quel niveau il se situe. Et moi je me demande, on a affaire à quel genre d'individu? Il fait quoi dans le corps armé? Il fait quoi? C'est un ancien bandit qu'on a converti? Il fait quoi? Parce que c'est ce que cette dame, cette jeune fille déclare, ma foi, il y a de quoi poser les questions à tous ces chefs-là qui nous regardent. Vos gens-là, ils font quoi? Parce que c'est des gens que vous allez trouver ne jamais en train de payer les loyers. Ils ont beaucoup de bureaux. Ils ont tout. Vraiment, on a de très bons soldats. On leur tire le chapeau, conscients du travail, mais les quelques 2-3 brebis galeuses qui se trouvent là-dedans, même la poubelle ne peut pas les recevoir. Madame Djibobé, vous êtes avec nous. Dans votre association, comment vous gérez ces pareils cas, par exemple? Déjà que je vous disais ça tout à l'heure, que ce genre de cas ne nous est pas encore arrivé. Mais et si ça il y a arrivait, toujours des conflits. puisque vous avez déjà un maintenant. Nous avons déjà un. Ce que nous savons, c'est que nous orientons les femmes vers ceux qui peuvent mieux les aider. Nous sommes dans l'orientation. Je sais qu'il y a des femmes juristes qui se sont constituées. Quand j'ai une femme sous la main qui a un problème, je l'oriente vers les femmes de la CAFEJ. Et quelques-unes ont eu des solutions à leurs problèmes. Vous êtes là pour faciliter, vous servez les liens entre les victimes et ceux qui peuvent apporter des solutions. On ne peut pas faire le travail des autres. Nous savons quand même où les orienter. Quand c'est encore à un niveau un peu moindre, nous pouvons gérer, amener vers peut-être notre délégué. Mais dans le cas où c'est plus fort que nous, on les amène vraiment vers ceux qui sont des spécialistes, qui vont les orienter. Et nous avons le cas de Rose. En même temps, nous avons aussi le cas de Asmarou, qui est avec nous. C'est une femme enceinte également, 7 mois. Elle n'a pas vu son mari depuis le mois de mai dernier. Lorsqu'elle appelle, il ne prend pas le téléphone, ou alors il lui dit d'accord, je vais te rappeler, et il ne le fait pas. C'est un autre cas. Il faut solutionner de toute façon. C'est un cas très grave.
Mais puisque nous n'avons pas pu bien l'écouter, puisqu'elle parlait trop bas, je pense que son vœu le plus cher, c'est de rentrer au village. Alors, ce qu'il y a lieu de faire pour elle, c'est peut-être lui chercher les moyens de transport pour rentrer au village. Alors, même dès qu'elle arrive au village, elle est à 7 mois de grossesse. Je ne suis pas sûr qu'elle a même déjà acheté une couche. Surtout qu'elle dit qu'elle n'a pas encore rencontré un médecin par rapport aux visites prénatales. Monsieur Ndongwe sera en famille. Et la famille africaine est quand même solidaire. Elle va trouver des solutions. Et je parie que ce que j'ai souvent vu à travers cette émission, elle aura de l'aide qui pourra la soutenir aussi, ne serait-ce que pour le début de son trousseau. Maître Samo, je sais que vous êtes touché par rapport à tout ce qui est dit et tout ce qui est fait. Ces images touchent toutes les femmes en ce moment, j'imagine. Vous aussi. Donc, alors, voilà le cas de cette dame qui est enceinte. Elle a 7 mois de grossesse. Son mari est porté disparu. Elle ne sait pas où elle peut dormir puisqu'elle dort à la Belle Étoile. Il faut qu'elle rentre. Il faut trouver une solution à cette femme. Le cas de la dame qui est enceinte, ce qui choque, c'est parce qu'on ne retrouve même pas son bourreau. Parce que si on avait la possibilité de le retrouver, d'une part, et que d'autre part, il avait un revenu, on pouvait engager des actions tendant à l'établissement de la filiation à l'endroit de l'enfant qui sera né. Ensuite, de continuer dans le processus de pension alimentaire. Mais il se trouve même parfois que, même si, lorsque les décisions sont rendues condamnant un père à pension alimentaire, qu'il n'y a même rien à saisir, parce que peut-être que le monsieur ne fait qu'un petit commerce, il n'y a rien à saisir. À peine vous allez poser un acte d'huissier que ça vaudra le fonds de commerce qui est peut-être dans son plateau. Donc son cas paraît un peu difficile à résoudre et interpelle le plus l'État. Parce que sous d'autres cieux, ce genre de femme devait être entièrement prise en charge par l'État. Il s'agit d'une femme, abandonnée, femme seule. L'État sous d'autres cieux intervient. 2, une femme enceinte. L'État sous d'autres cieux intervient. Donc, le ministère des Affaires sociales est vivement interpellé quant à ce qui concerne le deuxième cas. Vous avez trouvé, à côté d'elle, il y avait un autre enfant mineur, 2 ou 3 ans qui dormait là à côté. Et elle vous dit qu'elle dort à la Belle Étoile. Nous n'avons pas de logements sociaux ici au pays. Donc c'est la défaillance, ça c'est la responsabilité exclusive de l'État. Parce que tout ce que nous allons déployer comme arsenal juridique n'aboutira à rien. On va exécuter contre qui? On ne voit pas le monsieur. On va poursuivre qui? On ne voit pas le monsieur. Ça c'est la responsabilité exclusive qui interpelle l'État. Oui. Alors, Madame Tamsa, vous êtes... un peu indexé à tout à ce niveau. C'est vrai que j'ai connu le même problème que Madame Dibo. Je n'ai pas tout suivi. Je ne sais pas d'où elle est partie pour arriver à Douala et ensuite qu'est-ce qui s'est passé. Elle a rencontré son homme dans son village natal qui travaille, selon elle dit que son homme travaille au ministère des Travaux publics. Ils sont venus jusqu'à Yaoundé et c'est à partir de Yaoundé qu'elle a été abandonnée par son homme qui allait travailler ailleurs. Un homme qui travaille au ministère des Travaux publics. C'est ce qu'elle dit. Qui va travailler ailleurs. C'est ce qu'il lui a dit. Parce que ça aurait été très facile. Elle connaît le nom de son homme. On demande au ministère des Travaux publics que cet individu appelé tel, vous l'avez affecté où? Donc, à la base, il y a même un mensonge. Ah oui. Parce que s'il y a une chose que l'État peut rapidement retrouver, c'est ces travailleurs qu'il emploie. Au moins, on regarde dans le listing, on sait que monsieur tel a travaillé à Yaoundé et ensuite il y a eu une urgence dans telle ville ou dans tel village ou quoi. Donc, il faut déjà vérifier l'information. Est-ce que vraiment il travaillait aux travaux publics? Ou alors il était dans une des sociétés qui exercent les travaux publics dans les routes? Auquel cas, il faut déjà qu'on connaisse le nom de cette société, qu'on y aille pour savoir si effectivement il était là. Et est-ce qu'ils ont ces nouvelles? Et à quel niveau ils se trouvent? Parce que là, au moins, il a porté, je crois que ça doit être sa sœur du village. Il a porté de là-bas pour la ramener ici. Et donc, moi, j'interpelle la communauté en question. Je ne sais pas de quelle communauté elle est.
mais j'interpelle la communauté en question. Parce qu'il faudrait vraiment que elle, son problème est moins difficile. Par contre, moi, je le trouve moins difficile parce qu'elle a un problème. Elle veut rentrer au village. Parce qu'elle a quand même l'assurance qu'une fois chez elle, elle peut avoir là où dormir, elle peut avoir là où manger. Maintenant, est-ce qu'elle est habituée aux soins traditionnels des infirmières traditionnelles ou elle est habituée aux soins de santé modernes? Ça, c'est tout un autre volet. Mais l'information qu'elle donne, est-ce que c'est l'information juste? Ça m'étonne. Et même si elle n'était pas juste, vous êtes quand même la directrice du centre de formation, j'aurais dire du centre, la promotion de la femme et de la famille. Oui. Il y a des possibilités de la prendre en charge, d'abord pour sauver l'enfant qu'elle porte. Oui, le problème avec nos centres de promotion de la femme et de la famille, c'est que ça a été construit juste pour la formation. On n'a pas de salles. Dans aucun centre de promotion de la femme et de la famille, vous allez trouver des chambres où on peut accueillir une femme, le temps de chercher, de fouiller, de voir, contacter qui peut l'aider, quels sont les services publics et privés qui peuvent intervenir dans sa vie. Et je crois que ce dossier est en train d'être débattu depuis des années au niveau de nos différentes hiérarchies, parce qu'il faut de plus en plus un centre où les femmes peuvent être accueillies, passer ne serait-ce qu'une nuit calme, loin de leur bourreau, quitte à ce qu'on arrange après pour qu'elles rentrent ou bien qu'elles décident définitivement que ça va pour moi comme ça, pour parler comme on parle au quartier. Donc on a vraiment ce problème, c'est vraiment une défaillance et je pense que depuis des années, la hiérarchie se bat avec les partenaires et tout pour voir la faisabilité de ça. Puisque nos enfants, garçons et nos maris et nos frères ont décidé de cesser d'être des êtres humains, de devenir des lions, mais même le lion ne mange que quand il a faim. Vous êtes quand même consciente que ça prend du temps, il faut vite faire. Beaucoup de choses prennent du temps, c'est pas au Minprof que ça va devenir rapide. Nous tous, nous sommes au Cameroun et c'est notre pays. Ce n'est pas au Minprof que ça va devenir rapide. D'accord, maître. Oui, je voudrais dire que lorsque je regarde la moralité des deux victimes en l'état. Les deux dames ou les deux femmes ont l'esprit faible, il faut l'avouer. Je pense que lorsque je les regarde, cela m'interpelle moi et cela devrait interpeller tous les parents. Parce que il faudrait au jour d'aujourd'hui mettre seulement non seulement l'école dans la tête de l'enfant, mais il faut également rapidement mettre l'éducation à la vie. Parce que ce qu'elles vivent là, c'est ce que nos mamans d'antan vivaient. Mais les parents d'antan ne violentaient pas leurs épouses, comme ceux d'aujourd'hui le font. Il faut également inculquer dans la tête de nos jeunes filles que c'est l'école. Si ce n'est pas l'école, c'est une formation. Il faut d'abord être soi-même. Il faut d'abord être soi-même pour à un certain moment dire j'arrête et j'assume. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'arrête et j'assume. Dans la plupart des cas, celles qui arrêtent et qui ne peuvent pas assumer n'arrivent pas à arrêter et subissent toute la vie. Or, à un certain moment, vous pouvez arrêter et dire ça suffit et vous assumez. Pas au même standing que la précédente dit peut-être, mais vous respirez quand même. Vous n'agonisez pas. Il faut également mettre dans la tête de nos filles que cette histoire de tabou, il faudrait qu'elles dénoncent les violences. Tant qu'on n'a pas levé le pan sur l'aspect tabou des violences conjugales, nous allons continuer à perdre nos filles dans le foyer parce qu'elles veulent rester. Il faut également que les mamans aident les jeunes filles là-dedans à interpeller. Même lorsque votre fille est mal dans un foyer, en tant que maman, vous pouvez le lire, vous pouvez savoir, comprendre que ça ne va pas et lui dire, ma fille, si ça ne va pas, arrête. Et tu vis un peu, que ça suffit. D'accord. Alors, Madame Dibobé, nous allons sortir de l'émission dans un instant. Nous rentrons cette fois dans des propositions parce qu'il faut trouver des solutions à ces différents cas. Qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement? D'abord pour son cas, pour le cas de Rose et ensuite pour le cas de Aminatou. Je pense que le cas de Rose, c'est un niveau très élevé.
Maître est là pour l'orienter. Il faut absolument qu'elle puisse avoir accès à ses enfants. Parce qu'une femme qui a fait ses enfants, qui les a portés, qui les a chéris, et qu'on l'éloigne de ses enfants, c'est une façon de la tuer lentement. Donc, ce que je vais dire, si j'aurais ma pierre à apporter à l'édifice, je ne sais pas, mais ça, c'est l'affaire des professionnels. Oui, vous représentez quand même une association, ça veut dire que vous là, pouvez c'est déjà l'affaire des professionnels. Nous allons l'accompagner, chacune à sa manière, mais absolument, il va falloir qu'on trouve des moyens pour qu'elle puisse avoir accès à ses enfants. Et je pense que c'est faisable. D'accord. Alors, maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Relativement au cas de Rose, le REDAC que je représente l'orientera vers les professionnels qui vont déclencher le processus judiciaire pour établir la filiation des deux parents à l'endroit des enfants dont il s'agit, dans un premier temps, et obtenir pour elle soit la garde, soit la garde des enfants, ou dans un cas secondaire, obtenir le droit de visite. Parce que si elle n'a pas la garde, il lui faut tout au moins un droit de visite. Et moi, je suis persuadée qu'en engageant des actions judiciaires, en appuyant l'accélérateur sur le plan professionnel, je connais le corps de métier de notre pays. Si vous n'avez pas pu, à un niveau inférieur, relativement à tous les corps de métier, vous avancez, il y aura une solution. Ce monsieur représente l'État. Quand il met la tenue, c'est qu'il représente l'État. S'il a un caractère acariâtre, il faut dénoncer au plus haut niveau. Relativement à son cas, c'est ça. Par rapport au cas de Aminatou, si le père de ses enfants travaille au ministère des Travaux publics, c'est facile à chercher. C'est facile à chercher. On peut le repérer et retrouver là où il a été affecté. Si au pire des cas, c'est un creuseur de puits ou un creuseur de route, je ne sais pas qui aura grand-chose à faire sur le plan procédural. On ne pourra que lui donner de l'aide pour rentrer chez elle. Peut-être qu'il travaille pour une société qui... il peut être un sous-traitant. Ceux qui font les travaux... Peut-être que lorsque les travaux publics font les routes, ils prennent des temporaires. S'il est un temporaire, il n'y aura pas de matricule, on ne pourra pas le retrouver. Ce sera difficile. Et même si on le retrouve, est-ce qu'on peut saisir son argent? S'il creuse 1 mètre à 700 ou à 1000 francs, vous allez saisir quoi? Au pire des cas, il y aura un problème économique. Ils ont quand même payé le transport de Maroua pour Yaoundé. C'est combien de mois d'économie? Parfois, ils se voient même dans les trains, là, ils ne payent même pas. Ça dépend. Parfois, ils ne payent même pas les trains. Ils jonglent dans les trains. Donc, pour son cas, je pense que l'urgence, c'est pour qu'elle puisse être tranquille. La famille africaine est assez solidaire. Qu'on lui trouve de quoi rentrer, au mieux l'aider à faire au moins la layette. Et si les âmes de bonne volonté sont plus lâches, elle peut avoir un peu de sous pour faire une petite activité et se battre. Alors, une précision, dans le récit de Aminatou, elle dit qu'elle a été laissée, en tout cas, chez son beau-frère, et après le départ de son mari, son beau-frère estimait qu'elle était un fardeau de plus et qu'il fallait qu'elle parte. Et c'est la raison pour laquelle elle retrouve sa cousine qui l'amène jusqu'à Douala, la recherche de son homme. Oui, même laisser chez le beau-frère, vous voyez, c'est pas facile de poignarder quelqu'un de face. Il faut toujours trouver une passerelle. Le monsieur avait son plan dans la tête. Quand il laisse chez le beau-frère, il sait qu'il ne reviendra pas et que le beau-frère va pousser facilement dehors. Donc, en laissant chez le beau-frère, est-ce que quand le beau-frère va dormir avec sa femme, elle est où là? Elle n'a pas de place. Donc, même en la laissant chez le beau-frère, ce n'était pas une solution. Il avait déjà renié son épouse ou sa concubine, deuxième cas de concubinage, malheureusement pour mes sœurs. Il avait déjà renié. D'accord. Rose, nous allons sortir de l'émission. Vous avez une précision, une question ou alors vous n'avez rien à dire? Rien d'autre. Tout ce que j'ai à dire, c'est la même chose. J'ai juste besoin de votre aide pour trouver une solution à mon problème. Je supplie et vous supplie de m'aider à retrouver mes enfants et trouver de quoi faire parce que je n'ai rien à faire pour le moment. Et je n'ai pas de moyens aussi pour engager la procédure. Pour engager la procédure. D'accord. Vous parlez aux hommes de bonne volonté. De toute façon, alors, Madame Tamsa, nous sortons de l'émission. Oui, ce que je veux dire aux deux dames,
proposition? Beaucoup de courage et félicitations pour avoir fait le pas pour dénoncer. Maintenant, la solution de Asmao, moi je pense que dans l'urgence, il faudrait qu'on essaye de contribuer pour la ramener dans sa famille comme elle l'a demandé. Parce que si cet homme est du même village, la solution partirait de là. Parce que quand elle va rentrer là-bas, les familles vont se concerter et tout. Et on sait, il y a toujours quelqu'un qui sait là où il est. Bien. Elle, pour moi, son cas n'est pas aussi, n'engrange pas autant de procédures que l'autre. Elle, moi je pense, sous le contrôle de maître, il faut attaquer ce monsieur déjà pour violence. Il faut l'attaquer pour violence. Puisque c'est de ça qu'il est question en fait. Il faut l'attaquer. Et en l'attaquant pour violence, on pourra mettre la main sur lui pour déclencher la filiation et tout. Menace de mort aussi. Oui, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer, qu'il sache, monsieur, je ne sais pas où vous êtes, mais je ne sais pas si vous avez une mère, une fille, ou je ne sais pas. Une sœur? Ou une sœur, je ne sais pas. Des sœurs. Donc, il doit peut-être avoir des raisons pour expliquer cette bestialité, mais il faut qu'il soit attaqué. Je suis désolée. Parce qu'elle parle de travail, elle parle de ses enfants, mais quand moi je l'observe, elle est encore malade. Elle a besoin d'une prise en charge médicale. Même psychologique. Et même psychologique. Donc, au sortir de l'émission, on pourra discuter. Vous lui faites une proposition pour la prise en charge psychologique, le temps qu'elle se remette et engager la procédure? C'est pour ça que je dis qu'au sortir de l'émission, on pourra discuter. Je sais que vous êtes les hommes de plateau, mais vous allez vous arrêter parce que vous dites que vous allez au-delà de l'image. Cette fois-ci, vous allez vous arrêter à l'image. Nous cherchons la solution à tous ces problèmes. C'est la raison pour laquelle ces personnes vulnérables choisissent de venir sur un regard social. Et vous faites un gros travail. Merci. Vraiment, l'équipe continue dans ce sens. Je sais, pour avoir été longtemps à vos côtés, que ce n'est pas facile. Parfois, vous donnez le coup de poing sur une fourmilière et Dieu seul sait comment les fourmis maillant piquent. Donc, courage à toute l'équipe. Très bien. Alors, nous sommes arrivés sans doute à la fin de cette autre édition, la toute première livraison de cette nouvelle saison sur Equinox Télévision. Voyez-vous, 2 cas de figure au cours de cette édition de Regard Social pour parler des violences conjugales. Et vous avez vu, vous avez consommé également à profusion tout ce qui a été fait, tout ce qu'elle a subi, et également le cas de Aminatou qui cherche le père de son enfant et bien entendu l'auteur de sa grossesse qui a disparu depuis pratiquement 2 à 3 mois aujourd'hui. Et là, nous allons vous dire merci d'avoir été nombreux encore à regarder cette autre édition de Regard Social. Merci à tous les panélistes qui sont venus, les dames exclusivement. Vous comprenez pourquoi, puisqu'on parlait des questions de femmes. Maître, nous sommes adressés uniquement aux femmes. Non, c'est mieux de prendre, d'en parler avec les femmes. Les hommes sont aussi violentés, ça, il faut le rappeler. Oui, le moment venu, les hommes vont animer le plateau. Donc, pour l'instant, il s'agit d'une question de femmes, de filles. Avant d'être des mamans, nous avons été des filles. Donc, nous pouvons ressentir aisément ce qu'elle peut avoir, ce qu'elle a eu à subir. Peut-être que nous devons commencer à envoyer nos filles au cours d'autodéfense. Je suis sérieuse quand je le dis. Parce qu'avant que le voisin ne vienne casser la porte pour entrer pour te sauver, tu auras aligné 2 coups de poing, ça va le renvoyer un peu en arrière et tu vas sauter par la fenêtre pour fuir la violence. Très bien. Alors, nous allons dire merci à toute l'équipe de production qui m'a aidé donc, à préparer et à présenter cette édition. Je voudrais dire merci à Georges Mitterrand-Dam, à Séverin Tchumba, à Cédric Chouna, à bien entendu Eric Guatat, également Dani Warenzede qui est le réalisateur de ce programme. En même temps, on ne va pas oublier donc l'infatigable Samuel Tufa, le chef opérateur de ce programme, Flavien Dongo et le public qui est également avec nous comme tous les jeudis. Nous vous disons bonsoir.